Bonsoir, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité. Mais vous savez également que Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Au menu de ce numéro de Starcom, nous allons parler de la crise post-électorale en Guinée avec la fin des travaux de la mission conjointe internationale composée de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU qui était en Guinée notamment pour tenter de désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Et nous, dans cette émission, on pose ces questions. Qu'est-ce qu'il faut retenir notamment comme grande bilan ou la leçon qu'il faut tirer notamment de cette mission conjointe internationale en Guinée? Est-ce qu'on peut espérer des impacts positifs sur l'évolution de la crise en Guinée? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission. Ça sera juste après ça. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois pour vous aujourd'hui, chers téléspectateurs et fidèles également à cette émission Starcom et pourquoi pas également à la télé Star 21 TV, Monsieur Mamadi Kaba. Il est le président de la LIDA, Ligue des droits de l'homme, Ligue pour la démocratie et des droits de l'homme en Afrique. Monsieur Kaba, ancien président de l'UNEDH. Monsieur Kaba, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom. Et bienvenue une fois de plus sur ce plateau pour parler de la Guinée. Merci beaucoup de cette opportunité. Merci encore une fois. Alors, on va commencer cette émission par cette triste nouvelle. Il faut dire que le monde des acteurs ou des défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui sont infligés par cette disparition tragique du président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens, M. Abdulgadiri Diallo, qui a été un acteur important pour la Guinée en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme. Alors, comment est-ce que vous avez appris la disparition de Gadiri Diallo? J'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup de tristesse. C'était hier matin. Un ami m'a passé un coup de fil à partir de l'étranger pour me demander de confirmer la mort de Gadiri. Et je n'avais pas encore la bonne information, mais j'ai ressenti ça comme, sincèrement, comme un coup d'épée. Ouais. Parce que d'abord, je commence à présenter mes condoléances à sa famille biologique, au monde des droits de l'homme et à tout le peuple de Guinée, parce que c'est une mort, une grande perte pour pas seulement le monde des droits de l'homme, mais pour la Guinée et l'Afrique. Parce que je puis vous dire que Abdulgadiri Diallo avait une dimension internationale. Ouais. Il était bien sûr un acteur majeur de la vie guinéenne, était pétri d'expérience. Abdulgadiri avait beaucoup d'expérience, il savait beaucoup de choses. Vous pouviez passer des heures avec lui en train de l'écouter sans jamais vous lasser. Il avait non seulement le verbe facile, mais il avait la tête pleine d'événements illustratifs, etc. L'histoire, la géographie. Sincèrement, Abdulgadiri était quand même un grand maître dans le domaine et il allait au-delà de la Guinée. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il participait à pratiquement tous les travaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il était devenu pratiquement un des artisans de l'ensemble des activités de cette organisation panafricaine. Et Abdulgadiri a créé le FOSCAO avant d'être à la tête de l'OGDH. Il s'occupait beaucoup, il s'occupait non seulement des activités de l'OGDH, il s'occupait aussi des activités du Forum ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme. Alors, il faut dire quand même que c'est une disparition un peu tragique pour les activistes des droits de l'homme en Guinée. Mais aujourd'hui, maître M. Kaba, M. Diallo Abdulgadiri tire sa révérence
en partant parce que en laissant des dossiers sur lesquels son organisation était en train de travailler et qui d'ailleurs était son objectif. Parmi ces dossiers, on peut citer le massacre du 28 septembre 2009. Il y a également le cas des sinistrés du barrage de Soapiti. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces grands dossiers sur lesquels Abdoul Gadari Diallo s'est fait beaucoup entendre, et surtout aujourd'hui cette question notamment du respect des droits de l'homme qui reste toujours une équation pour notre pays? Vous savez, en dehors de l'OGDH, Abdoul Gadri était un pilier de la FIDH en Guinée, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, a beaucoup d'activités. Tous les dossiers que vous citez sont des dossiers qui sont parrainés par la FIDH, et Abdoul Gadri était un pilier de l'ensemble de ces activités en Guinée. Il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnes indispensables, mais il y a des personnes très très difficiles à remplacer. Il ne sera pas facile de remplacer Abdoul Gadri Diallo, mais nous sommes obligés de faire avancer les dossiers sur lesquels il travaillait. Et l'OGDH et la FIDH vont continuer de travailler sur ces dossiers. Et très probablement, nous allons nous associer à eux pour faire en sorte que la flamme allumée par Abdoul Gadri ne s'éteigne pas. Cela me permet de penser à de grands activistes au sein de l'OGDH. Mais nous avons la chance que Abdoul Gadri, et avec tous les autres leaders de l'OGDH, sont très modestes, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Abdoul Gadri comme un activiste, mais en fait, sa dimension... C'est vrai qu'il a commencé dans la presse. Oui, il a commencé avec le Lynx. Exactement, au niveau du Lynx, avant de s'engager notamment dans la défense des droits de l'homme. Exactement, exactement. Donc, oui, c'est une personnalité multidimensionnelle, mais ce qui retient le plus, c'est sa modestie. Il est très modeste. Alors, il est très humble. Parlant de lui, il y a quand même une dernière information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant que les gens affluent la maison mortière, on nous apprend également la disparition de son grand frère qui était venu... Son jeune frère. Oui, son jeune frère qui était venu à cette pour son enterrement. C'est un peu... c'est vraiment tragique. C'est vraiment... Oui, c'est déchirant pour la famille. Ouais. Parce que son frère s'est battu pour pouvoir accompagner Abdoul Gadri à sa dernière demeure. Exactement. Et malheureusement, au lieu que lui accompagne son frère à sa dernière demeure, c'est les deux qui vont être accompagnés à leur dernière demeure. Le malheur ne vient jamais tout seul. Et sincèrement, c'était un moment éprouvant pour la famille, à laquelle je présente encore une fois toutes mes condoléances. Bien. Et voilà. Voilà, vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, c'est la partie des émotions, bien évidemment, parce que le monde des droits de l'homme vient de perdre un acteur important, mais on espère tout simplement que le flambeau sera repris par d'autres acteurs qui sont d'ailleurs sur le terrain, et pour achever notamment cette mission engagée par M. Abdoul Gadari Diallo. Nous on revient dans cette émission pour désormais parler de la situation sociopolitique de la Guinée. On va repartir d'abord avec cet élément de reportage qui illustre notamment cette vision des populations des quartiers de Wanindara, notamment de la Haute-Vallée de Conakry, qui semblent notamment se donner la main pour une question de reconquérir la paix et la stabilité. Et après, on revient pour parler des conclusions de la mission conjointe internationale qui était en Guinée dans le cadre notamment du désamorcement de la crise post-électorale en Guinée. Pratiquement les 48 dernières heures qui se sont passées, là nous avons enregistré assez de violence, de part et d'autre. Puisque là, il y a eu affrontement des jeunes venus de Kissoso par rapport aux jeunes venus de Wanindara. Bon, mais de façon générale, moi, qu'est-ce que je peux dire? Pratiquement, je ne peux pas m'en prendre aux jeunes de Wanindara de façon directe. Pourquoi? Puisque je me suis toujours dit, il y a des loupards qui se sont mêlés.
Alors, si la jeunesse de Wanindara se laisse manipuler et que le carrefour, tout juste au niveau du carrefour, le carrefour Nabélé devient le champ de bataille, et ça c'est chaque année, ça c'est depuis au temps du deuxième régime, au temps de Conté, chaque fois quand il y a manifestation, nous voyons une descente. Puisque nous sommes à Kissoso, mais nous voyons une descente à partir de Kissoso pour venir attaquer, saccager les boutiques, et violenter les gens. C'est les téléphones qu'on arrache. En tout cas, c'est la violence. Donc, de façon générale, voici les 48 dernières années, pratiquement, il y a eu... En tout cas, finalement, hier, il y a eu une sorte de réplique. Et c'est ce matin, d'ailleurs, que nous avons vu quelques sages venus de Wanindara pour qu'on puisse s'asseoir et parler la maison. Dans le système, pratiquement, qu'est-ce que je peux lancer comme un appel au gouvernement? C'est d'essayer de revoir le problème de la police de proximité, puisque les chefs de quartier, à eux seuls, ils ne peuvent rien. Ils ne pourront que véhiculer les messages. Et leur point fort, le point focal, c'est quoi? C'est s'il y avait la police de proximité, chaque quartier, chaque secteur, et là, quand même, on peut voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais s'il n'y a pas ça, s'il faut laisser tout, comme on appelle, à la sécurité, sans la police de proximité, c'est un point très important. Il serait très difficile de canaliser tout ce qui se passe dans notre quartier. Et voilà, maintenant au niveau de la jeunesse, là quand même je sais qu'il y a une sorte de prise de conscience qui commence à s'installer. Je ne peux pas dire qu'il y a la prise de conscience à 100%, mais une prise de conscience qui commence à s'installer à partir du moment où d'abord les sages sont venus. Mieux que ça, la jeunesse de Kissoso s'est exprimée tout en promettant que vraiment leur souhait c'est de ne pas voir les gens quitter Wanindara pour venir vers chez nous. Bon, ce matin, c'est les sages de Wanindara qui sont venus pour nous rencontrer concernant l'événement qui s'est passé ici entre Wanindara et Kissoso. Mais les sages se sont réunis pour venir nous rencontrer pour qu'on puisse mettre fin à cela. Et comme c'est des sages, je ne pouvais pas les refouler. Parce que moi, je suis issu d'un... J'ai mes chefs aussi. Je dois remonter, c'est à eux de gérer cette affaire. On a dit, ils l'ont dit, de ne jamais laisser quelqu'un dépasser ce jeu pour descendre sur Kissoso pour venir détruire. Et nous aussi, à notre tour, on les a répondu la même chose. De ne pas... Et plus souvent, comme c'est à partir de Wanindara que ça descend sur Kissoso, on les a promis que vraiment, s'il plaît à Dieu, on fera notre moyen pour ne pas que les enfants partent là-bas. Tu sais, le gros problème de Conakry, si tu ne connais pas, tu vas accuser ton voisin. Mais ça, nous, on n'accuse pas Kissoso, on n'accuse pas Wanindara. Ce que je dis, c'est le mouvement politique. Ce mouvement politique, tout le monde sait que quand ça vient, les jeunes s'infiltrent. Tu verras partout des regroupements, des choses comme ça. Alors, on a pris des dispositions maintenant. Si il s'agit maintenant des deux quartiers, ça ne se répète plus. À l'endroit des jeunes maintenant, c'est les jeunes même qui ont pris les décisions maintenant que ça ne se fera plus dans ces deux quartiers-là. Et il n'y aura pas de regroupement, il n'y aura pas de ménage. De retour dans cette émission, c'était un reportage notamment consacré à cette prise de conscience des populations de Conakry, notamment entre les citoyens de Wanindara et de Kissoso qui semblent être sur la voie de fumer le calumet de la paix. Alors, M. Kabo, on a vu quand même ce reportage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu assez de problèmes entre les communes parce que les partis politiques sont basés en fonction des communes. Alors, voir notamment ce déclic mental au niveau des citoyens qui semblent s'organiser pour éviter notamment les pillages. Oui, ça c'est vraiment une initiative à saluer. Je pense que c'est un exemple qui doit être suivi sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, les liens de famille, les liens sociaux sont beaucoup plus forts que les liens politiques. La politique telle que nous la vivons actuellement est née seulement dans les années 90. Mais ça trouvait que nos parents ont vécu ensemble, nos grands-parents ont vécu ensemble depuis toujours. Et aujourd'hui, cette politique qui vient de naître ne doit pas pouvoir détruire des liens séculaires. Donc ça, c'est une initiative à saluer, parce que si les gens comprennent que le vivre ensemble est une nécessité, personne n'a choisi d'avoir tel comme voisin, d'avoir tel comme frère, tel comme ami. Si nous nous sommes trouvés dans ces liens sociaux, nous devons les entretenir et nous devons nous accepter dans la différence. Et l'une de ces différences doit effectivement être
les divergences politiques. Je dois avoir mon point de vue, je dois respecter votre point de vue, vous devez respecter le mien, nous devons pouvoir vivre avec nos opinions politiques. Exactement, avec nos divergences politiques. Si les populations ont compris ça, ça c'est extrêmement important parce qu'on était en train d'arriver à un stade où les choses étaient sur le point de dégénérer pour se transformer en conflit ethnique. Et même régionaliste. Exactement, régionaliste, ce qui allait devenir très grave et presque incontrôlable. Donc, moi, je salue cette initiative et j'appelle l'ensemble des populations guinéennes qui ont eu des accrochages pendant ces manifestations de se retrouver, de se réconcilier, de mettre leur vivre ensemble au-dessus de leurs opinions politiques. Ça, c'est une chose. Et la seconde, c'est que ceux qui ne sont pas arrivés à la confrontation, qu'elles travaillent, que ces populations-là travaillent, à tout faire pour ne pas tomber dans ce piège très dangereux. Parce qu'après, la politique passe. C'est-à-dire, quand les élections sont finies, le gagnant, il va prendre le pouvoir, le perdant devient opposant, le chef de l'opposition. Ils vont continuer la vie politique. La vie politique, ça ne s'arrête pas à une élection. Évidemment. Ça va loin, au-delà d'une élection. Mais si nous détruisons les liens sociaux que nous avons, il est évident qu'après les élections, nous avons honte de reprendre cette vie-là. Or, et nous partageons tout dans les quartiers. Les mosquées, les marchés, le sel et tout ce que vous savez. Quand tu as un petit problème dans ta famille, le premier cri qui sort de ta famille réunit tout le quartier chez toi. L'entourage. Tout le monde vient pour te consoler, pour te soutenir dans ton épreuve, avant que ta famille ne soit informée. Alors si on détruit ces liens à cause de la politique, il est évident que si jamais demain nous avons besoin des voisins et des amis, on aura honte de les appeler et eux-mêmes auront honte de venir nous soutenir. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ça, c'est une très bonne initiative. Il faut que tout le monde prenne exemple sur ce que ces gens viennent de faire pour que l'ensemble de la Guinée se réconcilie avec elle-même, que la politique se fasse avec l'esprit et non avec les cœurs, que la politique ne détruise pas nos liens. Vous l'avez compris, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette première partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement aujourd'hui à cette disparition, pour cette première partie notamment à M. Abdoul Gadiri Diallo. Je rappelle qu'il était le président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. On marque une courte pause, on revient après. De retour sur ce plateau et dans cette émission Starcom, désormais nous allons nous intéresser au thème du jour. Il faut rappeler que nous parlons dans cette émission de la fin des travaux de la mission conjointe internationale qui séjournait en Guinée dans le cadre du désamorcement notamment de la crise post-électorale en Guinée. Il y a eu assez de rencontres, notamment avec les acteurs impliqués, pourquoi pas des organisations de la société civile, et même la Commission électorale nationale indépendante a été notamment visitée notamment par les émissaires internationaux composés de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Et dans cette émission, nous essayons de savoir ce qu'il faut retenir de cette mission, des travaux de cette mission conjointe en Guinée. Mais avant de demander l'avis de notre invité plateau, on va partir sur le terrain pour rejoindre notamment M. Kabiné Fofana. Il est analyste politique, mais également président de l'Association guinéenne des sciences politiques. M. Fofana, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, il faut dire quand même que la crise reste pendante en Guinée et tous les espoirs étaient tournés vers cette mission conjointe internationale. Alors, vous, de votre regard, quel est le bilan qu'on peut se faire des travaux de cette mission conjointe en Guinée, après notamment toutes ces journées de rencontres avec les acteurs impliqués dans la crise? Merci de l'invitation et de l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne des médias. Il faut dire que la mission est restée un tout petit peu sur les rappels de principe. Celui, par exemple, d'exhorter les candidats, donc les partis politiques et les parties prenantes à exclusivement rester devant la Cour constitutionnelle dans le cadre d'un contentieux électoral. Et
Puis ils ont aussi demandé à ce que le gouvernement lève le caucus devant le domicile de Cellou Dalein Diallo. De façon globale, c'est en réalité les trames de la déclaration qui a suivi les activités donc, de cette mission dite préventive de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Globalement, il faut dire qu'on aurait pu, en réalité, attendu plus intéressant de cette mission-là, ne serait-ce qu'amorcer un début de résolution de la crise. Mais quand vous regardez un peu, même la nomenclature de cette mission, elle est dite une mission préventive. Ce que je ne comprends pas beaucoup, du moment où déjà nous sommes dans la crise, et il était plutôt question donc d'amorcer tout de suite une esquisse de début donc d'échange, de dialogue, ce qui aurait pu par exemple être rendu facile par lever le blocus de Cellou Dalein de façon rapide. Donc, je ne sais pas, est-ce que cette mission va être suivie d'une mission de médiation? Oui. En pratique, le plus souvent, c'est comme cela. Mais bon, sauf que dans ce cas précis, je pense qu'il fallait plutôt aller vers la mise en place d'un mécanisme de reprise de dialogue, parce que parler de prévention alors même que la crise est déjà enclenchée, je ne vois pas trop ce que peut faire en réalité une mission de prévention alors même qu'on est dans la crise. Monsieur Fofana, il y a quand même cette question qui revient pour celui qui est observateur de la chose politique en Guinée. On s'accorde à dire quand même que cette mission semble être une sorte de réveil tardif, parce que l'opposition en a toujours demandé une médiation de la communauté internationale, et ça c'est depuis le 22 mars dernier avec le double scrutin controversé. Il y a également les conditions préalables de l'opposition par rapport à cette élection qui a fait que beaucoup d'acteurs n'ont pas accepté de participer à cette élection. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'accorder à dire que la question notamment de la crise guinéenne intéresse peu la communauté internationale, mais qu'en réalité elle a pris position derrière la mouvance, c'est-à-dire le camp présidentiel? Non, je ne pense pas que la communauté internationale ait laissé la Guinée à elle seule. La preuve en est que vous avez tout de suite rappelé que la mission, plutôt l'organisation régionale et sous-régionale, donc l'Union africaine et la CEDEAO, ont été dans la crise électorale qui a précédé le 22 mars. Et il faut rappeler que c'est d'ailleurs sous injonction de la CEDEAO que le fichier a été épuré, et que Alpha Condé, plutôt le gouvernement, avait accepté à l'époque de proroger un peu la tenue du double scrutin. Donc, je ne pense pas que la communauté internationale ait laissé la Guinée. Et surtout cette élection-là aussi, elle est présente à travers la mission tripartite UA, CEDEAO, les Nations Unies. Sauf qu'on a l'impression qu'elle joue avec toujours le policier après la mort. Parce que déjà, nous sommes dans la crise et qu'on parle de prévention. Non, il ne faudrait pas percevoir la chose comme ça. Vous savez, il y a un principe général des relations internationales qui est en réalité celui de la non-ingérence dans les affaires internes. Les instances supranationales, aussi de bonne foi qu'elles soient, elles ne peuvent pas intervenir d'une certaine façon. Il faut que les acteurs à l'interne, que l'on ait plus, disons, les leviers internes, et puis ensuite la communauté internationale intervient. Donc, il faut jouer sur les deux leviers, à la fois que l'on ne crie pas aux ingérences, mais aussi que la communauté internationale, donc la CEDEAO, l'Union africaine en priorité, ne soit pas taxée de non-assistance aux pays qui sont membres de ces organisations-là. Donc c'est un peu difficile. Il faut avoir cette vue d'ensemble-là, comprendre un peu comment les organisations supranationales d'intégration fonctionnent. Donc,
Après, la question de savoir est-ce que ce qu'elles disent sont en réalité des résolutions qui peuvent être acceptées par les partis, ça aussi c'est assez relatif. C'est assez relatif. Alors, on a vu par exemple... Alors si... Oui, allez-y. Non, j'étais en train de citer l'exemple de la Guinée-Bissau. Vous avez vu, l'Union africaine avait été carrément rebouté dans ce pays par la Cour suprême. Alors, M. Fofana, cette dernière question, c'est vrai quand même que pour celui qui a un peu fouiné les recommandations de cette mission conjointe internationale, on parle notamment du respect des voies à suivre en termes de réclamation par rapport aux résultats. On parle de la levée systématique du blocus du côté de du domicile de Cellou Dalein Diallo. Selon nos informations, ça a été acquis. Mais ce qui reste clair, la crise reste pendante en Guinée parce que tout simplement, il y a un candidat qui est déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale, l'autre revendique sa victoire. Alors vous, en tant que politologue, quelle est la formule qui pourrait s'imposer aujourd'hui pour une véritable sortie de crise? Alors, vous savez, je pense qu'il y a un principe qui est acquis et qui est accepté par toutes les parties, je dis en fait les parties prenantes, et principalement l'UFDG, le RPG et tous les autres candidats, c'est le fait d'accepter, dans le cadre d'un contentieux électoral, de s'appuyer sur les leviers réguliers, donc la Cour constitutionnelle. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des leviers sur lesquels il faudrait un des mécanismes qu'il va falloir mettre en œuvre pour atténuer un peu les facteurs de violence, c'est d'abord que l'État assure la sécurité de tous, parce que ceci relève de son devoir régalien. Maintenant, il faut lever, si le lever de blocus devant le domicile de Cellou Dalein est acquis, ça c'est aussi quelque chose qui peut aller vers l'amorcement d'une solution de crise. Il appartient donc, dans le cadre du maintien d'ordre, que les forces de défense et de sécurité soient les plus républicaines possibles, les plus transversales possibles, qu'à la fois dans ce qui est du maintien d'ordre, qu'elles fassent preuve donc, et qu'elles fassent plutôt montre de professionnalisme dans leur action, dans leur façon de faire, mais aussi de faire en sorte aujourd'hui que les acteurs politiques appellent au calme, que les acteurs politiques majeurs, le RPG et l'UFDG, appellent au calme, qu'ils essayent en réalité d'interpeller leurs militants, éviter que l'on arrive à une espèce de dérive ethnique, parce que ceci est très antinomique à la démocratie et à la question, disons, de la concorde nationale. Ça peut être en réalité quelques astuces de solutions pour en fait ramener un peu le calme dans la cité. Et puis ensuite, on pourrait bien évidemment voir quelles peuvent être en fait les solutions politiques à la crise. Monsieur Kabinet Fofana, merci d'être passé dans cette émission Starcom. Et tout le plaisir est pour moi de vous recevoir. J'espère que ça ne sera pas non plus la dernière dans cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous, on revient sur ce plateau pour continuer avec notre invité, M. Mamadi Kaba, président de la LUDA. Alors, aujourd'hui, on a vu quand même que tout un espoir était autour de cette mission conjointe, mais on a l'impression que ça a été une sorte de coup d'épée dans l'eau. Il y a eu beaucoup plus, d'espoir que de réalité. Alors vous, quelle appréciation faites-vous notamment de cette mission conjointe qui a séjourné en Guinée depuis quelques jours et qui a rencontré tous les acteurs impliqués dans la crise post-électorale en Guinée? Bon, moi j'ai une perception un peu différente. D'abord, souvenez-vous, il y a quelques jours, je pense une semaine à peu près, la LIDA avait fait une déclaration dans laquelle elle avait demandé à la communauté internationale de reprendre son bâton de pèlerin et de faire en sorte que les acteurs de la vie nationale puissent se parler afin de désamorcer la crise. Ça, c'était notre principale revendication dans la déclaration. Et Dieu merci, nous avons vu que la communauté internationale s'est bougée
et une forte mission est venue en Guinée, la mission dont vous parlez. Ce n'est pas une mission tardive. Ce n'est pas... c'est vraiment ils étaient là quand même pendant que tout le monde savait que cette élection présidentielle allait déboucher à cette crise, parce qu'on sait que les prémices d'organisation n'ont pas été respectées. Effectivement, voilà, nous avons lancé l'alerte, nous avons demandé un dialogue. Mais vous savez, le dialogue, c'est entre deux parties. Quelle que soit la volonté de la communauté internationale, la volonté de la communauté internationale s'appuie sur les volontés intérieures. Nationales, Il faut que les acteurs nationaux aient une prédisposition psychologique au dialogue. Si les acteurs nationaux, même si l'un veut et que l'autre ne veut pas, il n'y aura pas de dialogue, quelle que soit la volonté de la communauté internationale, parce que la communauté internationale agit pour compléter les efforts nationaux. C'est ce qu'il faut comprendre. Les États sont souverains, les États sont totalement souverains. Il y a un principe de non-ingérence, oui, exactement. Donc, l'implication de la communauté internationale dépend en priorité de la volonté des acteurs nationaux d'aller dans le même sens. Par exemple, une mission des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union africaine, décide de venir en Guinée, et puis, avant de venir, elle va informer ses intentions de mettre les différentes parties, de discuter avec les partis. Maintenant, si les différentes parties recusent leur invitation, ils ne viendront pas. Parce qu'ils viennent pour aider la dynamique intérieure, n'est-ce pas, afin que le pays puisse aller de l'avant. Maintenant, nous sommes en crise post-électorale. Et sincèrement, oui, quand il y a des morts déjà, c'est pas exagéré de parler de crise. On ne peut pas parler de prévention, parce que quand on parle de prévention, parce que nous on estime qu'on est déjà dedans. Non, quand vous voyez les crises post-électorales, où la communauté internationale vient pour résoudre la crise, mais les crises que je connais à travers l'Afrique, mais c'est des milliers de morts. Ouais. C'est des situations qui échappent à tout contrôle. Et le pouvoir et l'opposition ont perdu le contrôle de la situation. Maintenant, la communauté internationale reprend le terrain, n'est-ce pas, et reprend le contrôle pour agir. Donc, ce qui veut à la dire, place. C'est qu'ils pensent que le terme préventive, ça dit bon. C'est vraiment le terme qui convient. Une mission préventive n'est pas mauvais parce que c'est une mission préventive. La situation guinéenne n'est pas, n'a pas atteint un niveau de gravité. Ou pour dire que c'est tard. Exactement. Ouais. Tu vois, on n'a pas atteint un niveau de gravité où, par exemple, le Conseil de sécurité doit se réunir pour exiger l'envoi d'une force de maintien de la paix, etc. Non. Ouais. C'est vrai que notre situation est très grave à partir du moment où nous avons une vingtaine de morts. Ouais. Nous ne pouvons pas considérer que c'est rien. Le ministère de la Sécurité parle d'une vingtaine de morts, et cependant l'opposition parle d'une trentaine de morts. Oui. Donc jusque-là, nous sommes dans des limites acceptables. Vous voyez, on n'est pas dans une situation où le contrôle est totalement perdu de toutes les parts. Oui, c'est vrai quand même que le pouvoir continue. Il y a la crise. Contrôler les activités des forces de sécurité, l'opposition continue. Le maintien d'ordre d'une manière que l'opposition continue d'avoir le contrôle de ces militants. Ce qui veut dire que... Donc ça veut dire que la situation n'est pas hors contrôle. Alors c'est la situation hors contrôle qui est une situation de crise majeure. Alors la mission vient pour éviter une crise majeure. N'est-ce pas? Donc c'est une mission préventive. C'est une mission préventive. Donc c'est vraiment le thème qui convient à la situation de la Guinée. Si vous permettez, on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour la troisième partie. Et là, ça sera l'occasion notamment de passer sous scanner toutes ces recommandations effectuées notamment par cette mission conjointe internationale composée par la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU sur la crise de post-électorat en Guinée.
Merci pour votre constance et considération renouvelée sans cesse à cette émission et pourquoi pas à cette télé Star 21 TV. On revient dans cette émission pour la troisième partie de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à la fin des travaux de la mission conjointe internationale qui était en Guinée dans le cadre notamment d'une tentative de rapprochement des positions pour désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Alors, il y a eu assez de 6 recommandations. On parle notamment du respect des voies légales à suivre en termes de recours. On parle de la levée du blocus devant le domicile de Cellou Dalein Diallo. On parle des opérations de maintien d'ordre, que l'État prenne ses responsabilités afin que ce soit des maintiens d'ordre notamment recommandés. Il y a également une volonté que la mission également affiche par rapport aux 2 grands acteurs, notamment le président déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante et son principal leader qui également revendique sa victoire. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mission? Ce que moi je retiens fondamentalement, toutes les recommandations sont bonnes, elles sont très bonnes, mais la recommandation la plus importante pour moi, c'est la dernière, où la communauté internationale réaffirme sa disponibilité à accompagner la Guinée pour la paix et la stabilité. Cette petite phrase qui termine le communiqué est la plus importante et je pense que c'est la meilleure des conclusions à laquelle la mission a abouti. Parce que c'est ça qui nous donne l'espoir que la mission n'a pas totalement fini avec la Guinée. Elle ne part pas avec le sentiment d'avoir fini avec la Guinée. Elle part avec le sentiment de suivre la situation guinéenne et de revenir aux besoins. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Parce que, en fait, la nécessité d'un dialogue interguinéen pour désamorcer la crise est indispensable. Et la communauté internationale, vu la crise de confiance qu'il y a entre les acteurs guinéens, le rôle de la communauté internationale est majeur. Alors réaffirmer sa disponibilité à travailler à la paix et à la stabilité en Guinée, c'est la meilleure des conclusions à laquelle la mission a abouti. Et je pense que si la conclusion se limitait à cette seule phrase, la mission n'aurait pas été un échec. Alors vous voyez déjà... Oui, quand même, il y a un début, hein, parce que on se rappelle que Cellou Dalein Diallo, pour recevoir cette mission, avait posé une condition parce qu'il voulait que la rencontre se passe du côté de son QG qui se trouve être notamment sur les judiciaires à son bureau. Mais finalement, le leader de l'UFDG s'est rétracté. Il a accepté de recevoir la mission. Et par après, on a assisté notamment à ces interpellations de responsables de l'UFDG, Fodé Ousou Fofana et Kalemoudou Yansane, qui sont tous des vice-présidents du parti, qui après ont été relâchés. Alors, aujourd'hui, on parle notamment de la levée du blocus du dispositif sécuritaire qui était devant le domicile de Cellou Dalein Diallo. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ça me dit que la mission a été une très grande réussite. La mission de la communauté internationale. En tout cas, moi, je suis resté sur ma fin au départ parce que, surtout que quand on a parlé d'arrestation, je me dis non, je ne comprends pas. Cellou accepte de recevoir la mission. Au sortir de la rencontre, on cueille deux de ses responsables. Moi, je me dis, mais c'était pas du tout. Voilà, ce n'est vraiment pas la même chose. La justice peut continuer son travail d'enquête, etc. Bon, là, il n'y a aucun problème, pourvu que les voies recommandées par la loi soient respectées. La levée du dispositif sécuritaire. La levée du dispositif sécuritaire est quelque chose que nous avons réclamé toute cette semaine. Nous n'avons fait que ça. Nous n'avons fait que réclamer la levée du blocus qui a été imposé au chef de file de l'opposition. Et ça, c'est très intéressant parce que le blocus vient d'avoir été levé. Peut-être que si la mission internationale n'était pas venue, on n'aurait pas obtenu ce résultat. Et ça allait empirer la situation. Parce que quand vous êtes un grand leader politique et puis on vous impose un blocus, vous vous sentez humilié. Certains même parlaient de séquestration et vous vous sentez humilié parce que... et puis ça vous révolte, n'est-ce pas? Ça vous révolte et ça crée beaucoup d'idées en vous. Vous pouvez commettre le pire, n'est-ce pas? Alors le fait que cette décrispation soit arrivée est une très bonne chose.
Et le conseil qui a été donné pour que les forces de sécurité se montrent plus républicaines qu'elles ne le sont, et professionnelles, agissent avec professionnalisme et retenue, c'est ce que nous avons réclamé depuis plusieurs jours. Tous, depuis avant les élections, nous n'avons demandé que ça. Mais la venue de la mission et le fait pour la mission de réaffirmer cette préoccupation, ça donne de la voix à tous les défenseurs des droits de l'homme qui avaient réclamé ce comportement-là. Je pense que c'est une mission qui a été d'une totale réussite. Et la principale réussite, je vais vous dire... En tout cas, nous étions restés sur notre fin. Non. Mais voilà, certainement, on n'a pas la même lecture. Hein, parce que moi, j'étais un peu débutatif sur quand vous analysez la diplomatie, le fonctionnement du système international, vous comprenez que c'est des efforts énormes pour parvenir à ce genre de déclaration. Pour un diplomate, ce n'est pas rien. Le langage diplomatique est un langage codé. Et les diplomates n'ont pas toujours le courage de sortir de leurs réserves, n'est-ce pas, et d'offenser les États par des recommandations aussi fortes. Mais la mission l'a fait. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, cette mission, parce que c'est pas très fréquent de dire à un État, oui, faites en sorte que vos forces de sécurité soient républicaines. Les diplomates ce qui veut dire que les opérations de maintien d'ordre, en termes de gestion des manifestations aujourd'hui à Conakry, il y a vraiment des fausses notes. Mais on ne dit pas ouvertement. Oui, non, la mission l'a dit ouvertement. Mais dans tous les pays du monde, le maintien d'ordre conduit à des bavures. Aux États-Unis, en France et partout. Chaque fois qu'il y a des manifestations, mais à des degrés différents. Chez nous, la destruction de vies humaines est extrêmement grave. Et c'est là où le bas blesse. Donc, demander aux forces de sécurité et de défense d'être plus républicaines qu'elles ne le sont, c'est vraiment une recommandation très courageuse de la part de la mission. Et je vais en venir. Le fait déjà d'emmener, vous savez, le chef de file de l'opposition, le président Cellou Dalein Diallo, depuis après plus d'une semaine, il ne parle qu'avec ses militants, qu'avec les responsables de son parti. Et les discussions, on peut imaginer quelles sont les discussions qui ont lieu. Comment faire comment faire pour accentuer la pression sur le pouvoir, comment. Mais avec la mission, les échanges de M. Cellou Dalein Diallo changent. Parce que depuis, il s'est montré dur vis-à-vis de la mission. Non, il ne s'est pas montré dur. Non, il a dit d'interprétation. Voilà, il dit qu'il rencontre la mission à des conditions. Mais finalement, la condition a été levée. Et puis l'autre chose, c'est le Dalein Diallo a dit que même s'il n'a pas confiance à la communauté internationale, mais qu'il rencontre la mission. Donc, il a montré sa méfiance quand même de façon ouverte. Ce n'est pas une méfiance. S'il était méfiant, il n'aurait pas rencontré la mission. Ça aussi. Mais vous savez, quand vous êtes un grand leader politique, vous devez ménager les sensibilités et les susceptibilités. Autour de vous, il y a des extrémistes qui ne veulent rien entendre, qui veulent en découdre avec le pouvoir. Vous avez des colombes qui vous tirent vers... Il y a des faucons qui vous tirent vers les solutions extrêmes. Et des colombes qui vous tirent vers des solutions plus pacifiques, etc. Vous avez des sages qui, par expérience, vous donnent des idées qui n'ont rien à voir avec la confrontation, mais vous avez des jeunes fougueux. En tout cas, je veux qui pas... ont envie de personne ne veut être à la place de Cellou Dalein Diallo. Voilà, ça, quand même, c'est difficile. Non, c'est difficile d'être un leader de cette carrure-là. Et tous les leaders, c'est comme le président de la République. Il est dans la même situation. C'est une pression énorme. Oui, c'est une pression énorme. Vous devez ménager tout le monde. Vous ne voulez perdre personne. Alors pour ça, recevoir une mission internationale. Pendant que vous êtes assiégé chez vous, ça montre la faiblesse. Qu'il y a des morts, etc. Ça donne... les extrémistes qui sont autour de vous. Ça donne l'impression d'un leader qui est faible. Voilà, qui lâche du lest. Exactement. Donc les extrémistes vont présenter une image de vous qui est un leader faible. Qui appelle à la résistance, qui se résigne après. Qui, pendant qu'il y a des morts, etc., il veut encore dialoguer. Dialoguer sur quoi? Vous voyez? Voilà l'image que les extrémistes donnent de vous. Mais vous, en tant que grand leader expérimenté, vous devez ne pas les perdre, ne pas les décevoir, mais atteindre les objectifs que vous vous fixez. Donc vous recevez la mission,
mais vous utilisez quelques mots, les astuces, les astuces diplomatiques et politiques pour permettre à toutes les sensibilités qui vous entourent de trouver leur compte. Les colons sont très contents que vous puissiez recevoir cette mission parce qu'il est toujours très important de profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. La violence, la confrontation doit être la dernière option, l'ultime option, quand tout est perdu. Mais vous devez travailler à expérimenter toutes les voies, tous les moyens qui s'offrent à vous. C'est ça un grand leader. Et je pense que c'est ça qui est en cours dans notre pays. Alors si vous devez faire ça, vous allez vous heurter à la résistance de certains de vos proches, des jeunes de votre parti. Alors vous dites, pour calmer l'ardeur de ceux-là, vous dites, j'ai pas confiance en eux. Malgré que je n'ai pas confiance, mais je dois leur expliquer les preuves que j'ai gagnées. Et c'est pourquoi je les reçois, parce que tout le monde doit savoir que j'ai gagné. Alors, vous voyez, c'est vraiment bien. Si vous permettez, on va parler de l'Alliance notamment nationale pour l'alternance démocratique, notamment. C'est un peu la structure qui a conduit la candidature de Cellou Dalein Diallo, qui était devant la presse pour notamment donner son avis sur les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI au sortir du 22 mars du 18 octobre 2020. On suit cet élément de reportage, on revient dans cette émission. Nous, leaders de l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, félicitons le candidat Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo pour sa brillante victoire le jour du vote pour l'élection du président de la République. Et adressons nos vifs remerciements au peuple de Guinée pour la maturité démocratique manifestée le 18 octobre 2020 en sortant massivement et dans le calme exprimer leur volonté d'alternance. Nous présentons nos condoléances les plus émues aux familles endeuillées, souhaitons prompt rétablissement aux malades et aux blessés et prions pour le repos de l'âme des vaillants combattants pour la démocratie. Nous condamnons avec la dernière énergie les violences de toute forme, d'où qu'elles viennent, demandons aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de retenue et de ne pas accepter de porter la responsabilité de la barbarie des forces parallèles infiltrées. L'ANAD rejette les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le samedi 24 octobre 2020. Ces résultats fabriqués de toutes pièces dans les laboratoires appelés Commission administrative de centralisation des voix CACV ne reflètent pas le vote des citoyens massivement et pacifiquement exprimés dans les urnes le 18 octobre 2020. L'ANAD qualifie ces résultats de hold-up électoral. Par conséquent, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, félicite à ces déclarations antérieures basées sur des procès-verbaux authentiques et les résultats du dépouillement public des votes par bureau de vote. Reconnaît Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo comme le vainqueur légitime de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et demande aux populations guinéennes de rester unies dans la défense par tous les moyens légaux de cette victoire durement acquise dans les urnes. Elle exige la publication des vrais résultats sortis des urnes. Pour le rétablissement de la vérité des urnes et la garantie de la paix sociale, l'Alliance demande un arbitrage international sur l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela avant l'examen des résultats de ces résultats par la Cour constitutionnelle de Guinée. Nous demandons au président sortant Alpha Condé de faire preuve de fair play public pour politique en acceptant de reconnaître le choix du peuple exprimé en faveur du candidat de l'ANAD, Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, pour donner la chance à la démocratie de s'installer une bonne fois à travers l'alternance. Nous appelons l'implication des autorités morales et religieuses
ainsi que la communauté internationale pour demander le lever du siège du domicile du président El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo et le QG de l'UFDG. Et oui, c'était la position du camp de l'opposition, notamment menée par le leader de l'UFDG qui s'est déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 12 octobre 2020. Alors, on le sait quand même que cette position ou cette sortie notamment de l'ANAD, il faut rappeler que l'une des recommandations de la communauté, de cette mission conjointe de la communauté internationale, c'était de suivre les voies légales, voilà, en termes notamment de revendications. Mais là, comment est-ce que vous voyez notamment cette conférence de presse ou cette position? Bon, moi je vois que c'est une position tout à fait sans surprise. Parce qu'il faut faire monter la pression pour augmenter les chances de succès. Parce que l'UFDG, le président de l'UFDG va saisir la Cour constitutionnelle. Mais il faut faire monter l'adrénaline pour que les chances d'obtenir un résultat favorable soient... Est-ce que ça, ce n'est pas utopique? Non, d'espérer que voilà, il y a une possibilité quand vous saisissez la Cour constitutionnelle dans un pays, surtout sur le continent africain, et qu'après qu'on aboutisse notamment à un résultat escompté. Est-ce qu'on peut rêver ça? Oui, vous savez, les Kenyans étaient dans notre situation. Et vous savez, les Kenyans ont eu une élection où il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu le partage de pouvoir entre le président et le chef de file de l'opposition qui est devenu Premier ministre et un gouvernement d'union nationale, etc. Le pays a été géré pendant quelques années ensemble et de façon correcte. Et la prochaine élection qui a suivi, tout le monde, toute l'Afrique était pessimiste. On disait non, la Cour constitutionnelle est greffée au président. C'est le président qui entretient les membres de la Cour constitutionnelle. Il vide les caisses de l'État pour payer des vacances luxueuses aux États-Unis, en Californie, etc. Et pour ces membres de la Cour constitutionnelle, ils ne diront jamais la vérité. Mais vous savez la surprise qui est arrivée? Le chef de l'opposition a cru devoir apporter ses preuves devant cette cour-là. Et je me souviens, il a dit, bon, moi je recours à la cour, mais je sais que je ne m'attends pas à un miracle. Il n'y aura rien du tout parce que, bon, c'est une cour qui est inféodée au président. Ils vont dire seulement ce que le président veut. Mais vous savez ce qui est arrivé à la surprise de tout le monde? La cour constitutionnelle, qu'on pensait être dans la paume du président, a fait une sortie extraordinaire en annulant le scrutin. Wow. La Cour constitutionnelle a annulé l'élection qui avait eu lieu et a demandé qu'il y ait de nouvelles élections parce que les irrégularités qui ont été portées à sa connaissance sont suffisamment graves pour qu'on ne puisse pas valider les résultats. Ce qui veut dire que l'UFDG n'a à faire qu'un seul travail, réunir les éléments, oui, et les porter devant la Cour. Et le porter Parce devant que je la vais cour. vous dire quelque chose. Oui. Quand vous êtes un cadre, vous êtes à une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle. Il y a des preuves sur lesquelles vous pouvez fermer les yeux. Mais il y a des éléments sur lesquels votre conscience ne vous permettra jamais de fermer les yeux. Ouais. Et il y a dans cette Cour, qu'on le veuille ou non, des éléments qui, dans leur tête, sont favorables à El Hadj Cellou Dalein Diallo dans leur tête, même s'ils ne l'expriment pas. Ouais. Alors, devant cela, des preuves palpables, irréfutables, ouais, n'est-ce pas, seront quand même obligatoirement prises en compte par la Cour constitutionnelle. Si elle doit rejeter certains résultats, elle doit pouvoir se défendre. Ouais. Mais s'il y a des décisions qu'elle pense ne pas pouvoir défendre, n'est-ce pas, malgré toutes les astuces qui existent, elle sera obligée de conformer sa décision à la réalité qu'elle voit. Donc je pense que c'est politiquement très majeur, n'est-ce pas? Un grand leader et très expérimenté ne ferait que ce que El Hadj Cellou Dalein est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire prendre ses preuves, les porter à la connaissance de la Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas un aveu d'échec? Non, pas du tout. C'est très 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 loin d'un aveu d'échec. Parce que en général, l'Afrique n'avait jamais connu le scénario kenyan. Le scénario kenyan. Ouais. Mais à partir du moment
où ce scénario est arrivé au Kenya. Le premier cas, c'est qu'il y a pas forcément un sans deux. Oui, vous voyez. Souvenez-vous qu'il y a quelques années seulement, Omar Bongo disait on ne peut pas organiser des élections et les perdre. Mais dites-moi, combien de présidents ont organisé des élections en Afrique et les ont perdues? Le dernier cas, c'était Wade. C'est Ablaye Wade. Ouais, Ablaye Wade a perdu les élections et avant même que les résultats globaux de la CENI soient proclamés, Ablaye Wade a reconnu sa défaite. Du côté de parce la que Sierra la Leone, défaite était écrasante. Tidjane de la Sierra Leone également. Exactement. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples. Les exemples ne manquent pas. Et la Cour constitutionnelle kenyane a surpris le monde entier. Espérons. Parce qu'à l'intérieur du Kenya, comme à l'extérieur, personne ne savait qu'elle aurait pu prendre une telle décision. Espérons que ça va être la même procédure, sauf il faut avoir confiance à la Cour constitutionnelle. Elle peut nous faire des surprises. On souhaite tout simplement que... S'il y a des preuves irréfutables, elle peut faire des surprises. On souhaite tout simplement que tout le monde puisse garder notamment sa sérénité afin que nous sortions de cette crise post-électorale dans la paix et la sérénité. Exactement. Alors, Monsieur Kaba, merci d'être passé dans l'émission Starcom. C'est moi qui vous remercie. Alors, à vous également, chers téléspectateurs, vous les fidèles de cette émission, mais plus particulièrement également, et à cette télé Star 21 TV, c'est tout pour ce numéro de l'émission Starcom. On se reprend la semaine prochaine avec d'autres acteurs, également pour parler d'autres facettes de l'actualité sociopolitique de notre pays. Au revoir.